La levée du moratoire sur les manipulations génétiques des embryons humains permettra aux couples canadiens qui le désirent d'avoir accès aux techniques de reproduction assistée les plus avancées. Ces techniques ne permettent ni plus ni moins que de concevoir le bébé parfait. L'embryon conçu in vitro est d'abord soumis à une batterie de tests visant à détecter et corriger des défauts génétiques. Une fois cette opération complétée, les parents peuvent choisir des gènes qui seront implantés dans l'embryon. Aux États-Unis, les cliniques de reproduction offrent déjà des gènes pour les yeux bleus, la taille élancée, la minceur, l'intelligence. En tout, une vingtaine d'améliorations génétiques sont proposées. Et le catalogue s'enrichit tous les ans. Mais le bébé à la carte n'est pas à la portée de toutes les bourses. Pour un seul gène favorisant le développement intellectuel, il faut débourser plus de 50 000 $. Évidemment, chacun de nous veut ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Mais est-ce qu'on voudrait vivre dans un monde où les parents pourraient choisir jusqu'à la couleur des yeux et des cheveux de leur bébé? Finalement, le génie génétique soulève autant d'inquiétudes que d'espoir, d'autant plus que, dans l'histoire, chaque fois que l'homme a essayé d'améliorer l'espèce humaine, les conséquences ont été désastreuses. À la fin du 19e siècle, l'Anglais Francis Galton jetait les bases de l'eugénisme, une nouvelle science qui visait à améliorer la race humaine. Avec l'industrialisation et l'urbanisation croissante, était apparue une cascade de problèmes sociaux. Et selon Galton, tous ces problèmes, de la tuberculose à la criminalité, étaient dus à la dégénérescence de certains individus. Pour les régler, il suffisait d'empêcher ces individus de se reproduire. En 1907, l'Indiana, un premier État américain, adoptait une loi sur la stérilisation des malades mentaux, des handicapés et des délinquants. Et plus tard, à partir de la crise économique des années 30, plusieurs pays développés, y compris le Canada, ont pratiqué l'eugénisme par stérilisation. Des milliers de faibles d'esprit, de vagabonds et de prostituées ont ainsi été stérilisés sans leur consentement. Mais c'est en Allemagne nazie que l'eugénisme a atteint son paroxysme. De 1934 à 1945, plus de 500 000 personnes jugées inférieures, principalement des malades mentaux, ont été stérilisées ou gazées. Avec le génie génétique, certains craignent un retour de l'eugénisme. Mais il y a déjà eu un Hitler. Oui. Il peut y en avoir d'autres. C'est ça et là, la technique existe, ou enfin, elle a toute veille d'exister. Les êtres humains, ce n'est pas des tomates. On peut développer pour des produits de consommation, on le fait depuis longtemps, des croisements, des manipulations génétiques. Mais dans le cas de l'être humain, il y a une liberté individuelle, il y a une croyance à une unicité de chaque individu qui fait que passer de cette croyance-là à l'idée d'une série d'êtres humains, parce qu'à ce moment-là, on travaille au niveau du clonage. Imaginez que Hitler ait décidé, s'il avait eu la technique à l'époque déjà, de nous faire des armées avec des milliers de soldats clonés. Et il faut se prémunir contre ça. Il faut donc, à mon sens, légiférer contre un risque absolument insoutenable. Un argument souvent invoqué en faveur du génie génétique, c'est qu'il est utilisé à des fins médicales et non pas pour améliorer l'œuvre de la nature. La thérapie génique est encore à un stade expérimental, mais elle suscite beaucoup d'espoir. Elle pourrait permettre un jour de corriger des maladies génétiques comme l'hémophilie ou la fibrose kystique dès le stade embryonnaire. Il suffirait de remplacer le gène défectueux par un gène sain.
Mais si on commence à manipuler le code génétique de l'embryon pour le débarrasser de ses défauts, certains craignent qu'on soit tenté de lui apporter aussi quelques améliorations. Advenant qu'on soit capable de dire ce gène-là est défectueux, on le corrige. En le corrigeant, est-ce qu'on ne risque pas d'affecter l'ensemble des autres gènes, là, du génome, de toute la chaîne des gènes? Effectivement, pour le moment, c'est un peu là la difficulté, parce qu'on n'est pas en mesure de changer exactement le gène à l'endroit où il est et de le corriger, donc, de façon à le rendre normal. Alors, c'est pas comme changer un phare brûlé sur ma voiture, là. Ben oui, ce serait de changer le phare, sauf qu'au lieu de le mettre au bon endroit, moi, je vous mets un phare ailleurs, sur l'aile, ce qui vous redonnerait votre besoin, remplirait votre besoin, c'est-à-dire, ah, là, maintenant, je peux voir. Sauf qu'au moment où vous rentreriez dans votre garage, vous apercevriez que, ah, le phare ne passe pas. Aux États-Unis, une nouvelle technique permet de choisir le sexe de l'enfant avant l'implantation de l'embryon dans l'utérus de la mère. D'abord réservée aux couples porteurs de maladies génétiques qui affectent les garçons, cette technique est maintenant accessible sans raison médicale, aux parents qui en ont les moyens, bien sûr. Dans plusieurs pays d'Europe, on interdit aux parents qui utilisent les banques de sperme de choisir le sexe de leur enfant. Au Canada, il n'y a pas encore de loi en ce sens. Il y a un projet de loi qui n'est pas encore adopté. En attendant, la plupart des cliniques de fertilité s'interdisent de le faire. En fait, ce qu'on fait dans les cliniques de fertilité, c'est qu'on attribue aux parents demandeurs un échantillon de sperme comme celui-ci, selon des caractéristiques qu'ils ont déjà en eux. Parce que si jamais on donnait le choix aux parents de choisir le sexe de leur enfant, pourquoi s'empêcherait-on un jour, quand ça sera possible, de choisir justement la couleur des yeux à coup sûr, la couleur des cheveux, la taille, le quotient intellectuel de bébé à venir? Une étude révèle que la proportion des nouveau-nés qui ont subi une forme ou une autre de thérapie génique dépasse maintenant la barre des 50%. La plupart du temps, l'intervention se limite à corriger une anomalie génétique. Mais dans 1 à 2% des cas, la thérapie génique dépasse de loin les applications médicales. Grands, beaux, intelligents, créatifs, compétitifs, ces individus auront, une fois adultes, un avantage certain sur le reste de la population. Ils pourront sans difficulté briguer les meilleures positions dans les domaines de la politique, des affaires, des sciences ou du sport. L'étude montre aussi que les parents qui en ont les moyens recherchent tous les mêmes gènes. Les individus issus du génie génétique se ressemblent donc beaucoup. Quel impact auront ces ressemblances sur leur comportement futur? Selon les chercheurs, les enfants qui partagent un grand nombre de caractéristiques génétiques auraient tendance à être plus agressifs les uns envers les autres. Le génie génétique va-t-il changer l'ordre social, bouleverser les relations entre les individus? C'est pas facile de le prédire, mais il en a la capacité en tout cas. D'ailleurs, bien avant que la génétique existe, l'homme a souvent cherché à jouer avec les lois de l'hérédité. En Chine et en Inde, pour des raisons culturelles, on préfère les garçons. L'utilisation de l'échographie et l'avortement sélectif des fœtus de filles sont très répandus là-bas. Mais les conséquences sont graves. Au cours des dernières décennies, le déséquilibre démographique entre filles et garçons s'est lourdement accentué. De telle sorte qu'en Chine, aujourd'hui, un homme sur 6 n'a aucune chance de se marier. L'histoire montre en effet que la masculinisation des sociétés mène souvent à la violence, à la guerre et aux conflits interethniques. En Amérique du Nord, où la préférence pour les garçons est moins marquée, une telle situation a peu de chances de se produire. Mais selon une enquête réalisée à l'Université de Cleveland, 25% des parents opteraient pour la sélection du sexe si cette technique était accessible. Et plus de 80% d'entre eux choisiraient d'avoir un garçon en premier à cause de l'image qu'ils se font de la famille idéale.
Supposons que je sois issu d'une famille où il y a beaucoup de cardiaques qui meurent jeunes à 40 ans. Là, on va pouvoir le savoir avec la génétique dès ma naissance. Dès ma naissance. Oui. C'est pas facile de trouver des assurances, de trouver un emploi. Ça va se savoir, ces choses-là. Dans certains États américains, le législateur a décidé de rendre la discrimination basée sur le génome d'individus illégale. Vous savez, les assurances ne vont pas payer plus cher parce qu'on sait que vous êtes prédisposé à l'infarctus, parce que vous n'allez pas nécessairement mourir plus tôt. Vous allez même mourir plus tard parce qu'on va le savoir, donc on va appliquer la prévention. Donc en réalité, ça va faire un monde moins à risque, le fait que le risque va être su à temps. Manipuler les gènes pour éliminer des maladies graves, personne ne le conteste. Par contre, l'idée de jouer avec les gènes simplement pour améliorer l'espèce humaine nous paraît encore inacceptable aujourd'hui. Pourtant, dans notre société, la chirurgie esthétique n'est pas considérée comme contraire à l'éthique. On accepte que ceux qui en ont les moyens puissent se payer un plus beau nez ou de plus gros seins. La grande différence avec la thérapie génique sur l'embryon, c'est qu'elle n'affecte pas seulement l'individu. Quand on manipule les gènes d'une personne, tous ses descendants sont affectés. Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter qu'elle nous offre, cette génétique-là? Je donne l'exemple de la peau qu'on peut cloner, qu'on peut produire quasiment industriellement. Et pour les grands brûlés, comment voulez-vous être contre ces choses-là? La question, c'est que c'est la même recherche qui peut déboucher sur le meilleur et sur le pire. On n'a pas les bons laboratoires et les mauvais laboratoires, les savants généreux et les savants machiavéliques. Ce sont les mêmes. Salvador Dali aurait rêvé, par exemple, d'aller dans un laboratoire de Californie se faire cloner. Bon. C'est très bien, c'est une décision individuelle, pourquoi pas. Mais si on sait cloner Salvador Dali, on peut cloner demain n'importe qui. C'est la même technologie. Et c'est là où on a un vrai défi, on a un vrai problème dans notre aventure contemporaine. Et l'accélération du temps rend ce problème éventuellement dramatique. Les questions éthiques soulevées par le génie génétique ne sont pas faciles à trancher. D'un côté, il y a du bon. Les nouvelles techniques permettent d'éliminer de plus en plus des maladies graves. Mais ce que craignent les experts, c'est qu'on cherche à éliminer de plus en plus des affections de moins en moins graves. Je sais pas moi, la calvitie, par exemple, l'obésité, le strabisme. Qu'est-ce qui est une déficience? Qu'est-ce qui est un défaut génétique? Il va falloir qu'il y ait un débat de société là-dessus. En 1932, dans son roman « Le meilleur des mondes », Aldous Huxley mettait en scène une version futuriste du cauchemar eugéniste. Il imaginait un gouvernement totalitaire qui contrôlait la reproduction de ses citoyens, divisés en êtres supérieurs et inférieurs. Mais c'est plutôt le scénario inverse qui risque de nous arriver. En l'absence de loi claire de la part de nos gouvernements, la quête de l'enfant parfait va devenir un choix individuel, une option de consommation comme une autre. Le génie génétique va nous permettre dans 20-30 ans peut-être de choisir les gènes que nous voulons transmettre à nos enfants. C'est une responsabilité absolument énorme. Espérons que nous saurons y faire face. Bonsoir, à la prochaine. Ce soir, 22h30, France d'Amour anime le Point J. Ses invités, Sylvain Cossette, Daniel Boucher, Jean-Michel Anctil et Sophie Préjean. Dans un moment, Poursuites infernales 3.